Et tu as parlé tout à l'heure d'impulsions comme ça, de faire du mal, etc. Je pense que c'est quelque chose de normal aussi parce que chacun de nous, en fait, on a des pulsions. Ça peut être des pulsions agressives, des pulsions sexuelles, etc. Que la société on est amené à vivre en société. On doit parfois réprimer des choses. Mais les pulsions sont là. Les pulsions restent là. Inconsciemment, peut-être, parfois, j'ai des pulsions, j'ai envie de faire. Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Alors aujourd'hui, dans Storytime, on a le plaisir d'accueillir Ultine. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as un master en psychologie clinique et psychopathologique intégrative. Oui. Et tu as aussi fait une école de psychanalyse et psychologie culturelle, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es psychologue clinicienne et conseillère en gestion de stress notamment. Tout à fait. Ok. Moi, je suis très curieux de savoir déjà comment tu trouves ton métier. Mon métier, je le trouve très passionnant parce que ça fait très longtemps que j'avais rêvé, en fait, en étant petite, de devenir psychologue, de pouvoir apporter ma pierre un petit peu à la souffrance humaine. Donc, je trouve que j'ai quelque part un petit peu réussi et j'en suis très fière et j'apprécie chaque jour ce que je fais. Moi, il y a quelque chose que je me demande, c'est quand on est dans ton cas et que, par exemple, du coup, des personnes viennent avec leur souffrance, leur fardeau, et qu'ils te les partagent, comment est-ce que toi, tu fais, du coup, pour, d'un côté, effectivement, peut-être assimiler, ressentir, du coup, ce qu'ils traversent. Bon, déjà, est-ce que tu essayes ou est-ce que, au contraire, tu préfères garder tes distances? Et si jamais tu tentes d'assimiler ces choses-là, comment est-ce que tu fais pour pas que ça te pèse trop non plus, tu vois? Oui, déjà pour être psychologue, il faut avoir une certaine empathie. Il faut l'avoir et il faut travailler ça aussi, sans en être submergé. Donc, faut pas que ça handicape ta vie. Faut pas ramener les problèmes des gens à la maison. Donc, on apprend ça, à adopter une distance, on appelle ça une distance thérapeutique. Donc, ni trop près, ni trop loin, pour pouvoir accompagner la personne à traverser sa souffrance ou à traverser une épreuve difficile. Et ça s'acquiert à travers l'expérience et ça se travaille aussi. J'ai déjà fait des séances de psychanalyse, donc j'ai pu travailler un petit peu sur mes ressentis. Et ça aussi, il y a ce qu'on appelle le contre-transfert, donc ce que le thérapeute peut ressentir par rapport au transfert du patient, par rapport à ce qu'il, par rapport à la position où le patient te met, en fait. Et ça donne des indications thérapeutiques sur comment accompagner la personne. D'accord, mais est-ce qu'au final, ce serait pas une bonne chose si, par exemple, que les personnes, on va dire, qui ne sont pas dans le domaine de la psychologie, forcément, dans leurs interactions amicales avec les autres gens, puissent justement avoir aussi cette distance-là, tu vois, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est plutôt réservé uniquement pour le domaine, on va dire, professionnel qui concerne vraiment la psychologie en tant que métier? Pour ma part, en fait, il y a vraiment un clivage entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Okay. Donc, je suis psychologue uniquement dans la vie professionnelle. Si j'utilise la distance avec mes amis, je ne sais pas ce que seraient mes relations amicales. Mais en tout cas, oui, ça peut toujours aider. Hein. D'accord. Par curiosité, ça se passe comment quand une personne, du coup, a pris conscience que donc, voilà, elle a besoin de consulter, elle a besoin de se faire aider, de se faire accompagner. La personne prend contact avec toi. Et la première séance, ça se passe comment? Ça dépend. Là, maintenant, ça fait 9 ans que j'exerce. Et c'est très différent d'une personne à l'autre. Ah ouais, ok, d'accord. Parfois, c'est le silence qui règne pendant toute la durée de la session.
Parfois, c'est des émotions très difficiles à accompagner, je dirais. Mhm. Et ça dépend vraiment. Parfois, la session ne suffit pas à la personne pour dire tout ce qu'elle a encaissé depuis, tout ce qu'elle a réprimé, et qu'on lui offre en fait un espace pour déballer tout ça. Parfois, la session ne suffit pas à la personne. Donc, ça diffère vraiment d'une personne à l'autre, d'un moment à un autre. D'accord. Et quand c'est le silence, il se passe quoi? Genre, vous vous regardez juste comme ça, dans le Il se blanc des passe yeux? beaucoup de choses. Ah ouais? Il se passe beaucoup de choses parce qu'en fait, nous, on se dit que il faut parler pour exprimer, mais en fait, non. Il y a le silence qui peut dire beaucoup de choses. Et parfois, il y a des personnes qui ont besoin de ce silence pour élaborer sa pensée, pour prendre du recul. Donc, le silence peut être très bénéfique. Tu as une manière de faire, tu as un genre de système que tu utilises peut-être avant chaque consultation où clic, tu passes en mode, voilà, en mode pro, vraiment pour accompagner? Ou est-ce qu'on va dire que c'est toujours toi et c'est juste, ou quand tu consultes, c'est juste une continuité de toi, comment tu es au jour le jour? Quand je reçois quelqu'un, j'essaie vraiment de donner toute ma disponibilité psychique à la personne. Donc, si je pense encore à des choses personnelles, à des problèmes, je peux retarder la session avec la personne Ah pour oui, hein? vraiment prendre le temps d'être disponible pour la personne. Parce que déjà, c'est pas facile d'écouter, c'est pas facile d'accompagner la personne à élaborer ses ressentis. Et donc, j'ai besoin d'être disponible aussi pour être efficace. Et genre, tu as fait genre peut-être de la méditation avant, ou je sais pas, est-ce que il y a un rituel en particulier, tu vois, ou pas vraiment? Non, pas D'accord. vraiment. Mais lorsque je sens que je peux y aller, que je pense pas à des choses qui ne sont pas professionnelles, Ok. je commence, j'y vais. Il y a un verbe que tu as utilisé que je trouvais pas mal du tout, qui est très intéressant. C'était écouter. Oui. Parce que je pense qu'il y a écouter, écouter. Dans ton cas, à toi, écouter, ça se manifeste comment? Ça prend quelle forme? Écouter, c'est écouter ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Écouter, c'est entendre tout ce qu'il y a autour de la parole, des gestes, de ce que peut dégager la personne. Donc, c'est un tout, en fait. C'est une écoute active aussi parce que il faut que la personne reçoive un feedback après. Il faut que la personne sente qu'elle est entendue. Donc, c'est beaucoup de choses. Et dès le départ, enfin, à partir du moment, on va dire, où il y a commence à avoir un échange entre toi et la personne qui demande à être accompagnée et soutenue, est-ce que vous fixez dès le départ, tu vois, genre par exemple, un objectif, ou est-ce que et à partir de ce moment-là, vous dites, ok, notre l'accompagnement c'est fini, ou est-ce que par exemple, c'est vraiment au feeling, la personne un jour, elle appelle, dit, ah c'est bon, je me sens mieux, je peux repasser. En fait, la personne, quand elle vient à la première session, elle vient avec une problématique. Elle vient avec un problème, avec quelque chose. Et en fait, on essaie de définir l'objectif. Et puis après, de voir à quelle fréquence peut-être on va se voir, combien de temps on va se voir, etc. Ce qui se passe d'habitude, c'est que quand la thérapie avance, en fait, quand l'accompagnement avance, à un moment, la personne se sent bien et se dit, bon, ça y est, j'arrête tout parce que je me sens bien. Et non, moi, je ne conseille pas ça parce que il faut que ça soit quelque chose de maintenu, en fait. Il ne faut pas que ça soit un bien-être qui passe et puis qui repart après. Mais il faut que ça soit quelque chose d'assez régulier avant de penser à arrêter l'accompagnement psychologique ou la thérapie. Mais le bien-être, justement, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on doit ressentir vraiment pour se dire, ok, bah du coup là c'est bon. Le bien-être, ça englobe une humeur positive, des émotions positives. Quand je ressens du bien-être, je sais que je vais bien, je me sens bien. Donc ça veut pas forcément dire du coup que par exemple, on a oublié ce qui nous est arrivé, mais on est plus dans un sens peut-être d'acceptation, peut-être.
C'est ça Oui, c'est ça. Ok. Parce que, en fait, quand on est traversé par des choses difficiles, en fait, par exemple, quelqu'un qui perd un proche ou qui a subi un accident grave, qui est victime d'un accident grave, on va pas lui faire oublier la mort de, je sais pas, son conjoint ou Mhm. son enfant ou ses parents, mais c'est d'intégrer cette perte, en fait, d'intégrer la chose qu'elle a subie, la chose qui l'a rendue victime, en fait, c'est de l'intégrer dans sa vie afin que la personne puisse accepter petit à petit à vivre avec cela. Et quand tu dis genre faire accepter la personne, l'intégrer, est-ce que on est dans une démarche de on va s'adresser par exemple au cerveau de manière répétitive et puis après peut-être à un moment ça va rentrer, tu vois? Ou est-ce que on est plus dans on cherche peut-être des astuces pour feinter notre esprit et notre cerveau, tu vois? Enfin, c'est peut-être pas les bons termes que j'utilise, hein, faudra m'excuser si c'est pas les termes exacts, mais tu vois, est-ce qu'on est je sais pas si tu arrives à saisir un peu le sens de ma question, tu Mhm. vois? Ouais. On fait pas de la magie, Ouais. on fait pas non plus, on n'efface pas non plus des Mmh. choses graves de la mémoire, mais en fait, c'est peut-être amener la personne à faire un pas de côté, à ne voir. Parfois, la personne ne voit que le côté négatif. Et en fait, on amène la personne à faire un pas de côté, à ce qu'elle puisse voir également ce qu'on peut en tirer, les leçons peut-être à tirer Mmh. de la situation, les conduites à tenir par rapport à la situation, ce que la situation a apporté, ce que la situation a changé. Dans la personne elle-même, ses comportements, son attitude, comment elle appréhende le futur, etc. Aujourd'hui, à Madagascar, comment tu vois un petit peu, la manière, qu'ont les gens, d'aborder, les accompagnements et la thérapie, psychologique? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même tu as un genre de tabou peut-être? Ou est-ce que tu sens quand même que les gens commencent à s'ouvrir peut-être petit à petit? Là, ça fait maintenant 8 ans que je suis revenue à Madagascar. Et enfin, je vois qu'il y a une évolution. Bien que dans la culture malgache, en fait, c'est quelque chose de très difficile encore. De se confier à quelqu'un, de parler de son ménage, par exemple. Il y a des adages ou, je ne sais pas, des façons malgaches qui disent, par exemple, ni tukachantiak, par Mmh exemple. mh. Mmh. On ne raconte pas ce qu'on vit dans le foyer Mmh. ou personne extérieure. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est de dire non, non, quand tu as des problèmes, même dans ton ménage, dans ton couple, tu peux les partager, tu peux profiter d'un espace pour exprimer tout ce que tu peux ressentir autour de ça. Et donc, culturellement, c'est assez difficile encore, mais je reste optimiste. OK. Généralement, si tu devais, on va dire, mettre un pourcentage sur le type de problème que tu traites principalement, est-ce que ce serait, plutôt justement, est-ce que tu penses que c'est plutôt des problèmes, dans le foyer? Est-ce que tu penses que c'est plutôt, dû à des accidents comme tu disais tout à l'heure? Ou on est plus sur quel genre de typologie, on va dire, de source de problème? J'ai pas de pourcentage parce que c'est très variable en OK. fait, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Mais c'est des accidents de vie, des problèmes de couple, des problèmes intrafamiliaux. Ça peut être lié à l'éducation des enfants, ça Mmh. peut être beaucoup de choses. Ça peut être plus grave, des maladies psychiatriques comme la dépression par exemple. Il y a un terme que j'entends, relativement souvent, peut-être que d'autres aussi, c'est le terme, trauma. Ouais. Est-ce que, peut-être tu peux déjà nous aider à comprendre un petit peu mieux, ce que c'est un trauma et peut-être éventuellement savoir, comment ça prend quelle forme, comment ça se manifeste à un moment dans sa vie? Un trauma, donc, c'est quelque chose, c'est comme, je dirais, une trace. C'est quelqu'un, par exemple, qui a traversé quelque chose de difficile et qui garde une trace à cause de cet événement qui s'est passé dans sa vie, par exemple, peut montrer des symptômes liés à un déclencheur. Par exemple, un accident de la route ou il a été témoin de, je sais pas, d'une agression, etc. Et donc, il porte en lui quelque chose qui, après, se manifeste par des symptômes. Et est-ce que sur le long terme,
on peut réellement dépasser ces traumas-là? Oui, on peut dépasser ça grâce à l'accompagnement psychologique, par exemple. C'est de permettre à la personne, en fait, qui a été traumatisée, d'avoir un espace pour s'exprimer librement, pour dire ce qu'elle a pu ressentir au moment où il y avait le déclencheur, l'événement traumatique. Et puis de trouver peut-être des solutions par rapport à ce que la personne vit à cause de cet événement traumatique. Est-ce que tu penses qu'on a tous des traumas? Je sais pas. Je sais pas. Très bonne question. Mmh. Je dirais que je dirais non. Je dirais non. Ça voudrait donc dire que potentiellement, donc, il y a... Est-ce que tu penses que c'est parce que donc certains ont eu, on va dire, une vie meilleure, là je mets des guillemets, que donc du coup, voilà, on va dire, tout se passait plus ou moins bien, ou est-ce que c'est parce que tu penses qu'à la base, il y a peut-être certains êtres humains qui sont plus perméables, on va dire, à ce que voilà, la vie leur laisse des traces, comme tu disais? Je dirais que déjà chaque personne est différente et on a aussi, il y a des personnes, par exemple, qui ont une plus grande capacité de résilience par rapport à un même événement traumatique. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui gardent vraiment des cicatrices énormes, tandis que d'autres, c'est comme si c'était des égratignures, en fait. Mmh. Donc, chaque personne est différente. Et ça aussi, c'est par rapport à ce qu'on a traversé, par rapport au trauma précédent, ce qu'on Mmh. a déjà pu traverser dans le passé. Donc, tout ça, ça entre en cause. Notre histoire de vie, notre personnalité, notre environnement de vie, Mmh. tout ça, en fait, ça contribue au fait qu'on soit plus ou moins impacté par un événement traumatique. Mmh. Et c'est quoi ce qu'on appelle alors on dit crise post-traumatique? C'est comme ça qu'on État dit? de stress État de stress post-traumatique. post-traumatique, voilà, c'est ça, merci. C'est, c'est quoi exactement? Bon, déjà, j'avais du mal à le dire, tu vois, donc clairement, je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Donc, c'est un état. Alors, par exemple, une personne qui a subi un événement traumatique Mmh. ne manifeste pas de symptômes tout de suite après l'incident. Mmh. Ça peut être à partir d'un mois après. Donc, quelqu'un qui a vu, je sais pas, peut-être un enfant qui a été percuté par un automobiliste Mmh. et qui a été décédé sur le Mmh. coup, peut ne rien démontrer, enfin ne rien ressentir, ne rien démontrer Mmh. sur le coup, mais au-delà d'un mois, je dirais peut-être un mois après l'incident, commence à ne plus dormir la nuit, à faire des cauchemars, à revivre en fait une fois, deux fois, plusieurs fois la Mmh. situation dont il a été témoin. Tu parlais justement de rêver, de Mhm. l'aspect des rêves. Moi, je me suis souvent posé une question, c'est qu'est-ce qui influe nos rêves? Tu vois, est-ce que tu sais, éventuellement, tu as des pistes de réflexion peut-être qui font que... Ouais, par exemple, on m'a souvent dit ah, regarde pas tu vois, des films d'action ou Ouais, d'horreur, par exemple, avant de dormir, sinon ton tu vas rêve en il va partir rêver. en steak. Voilà, c'est ça, tu vois. Est-ce que c'est vrai, tu vois, ou est-ce que ça, tu crois que c'est des légendes urbaines et que les gens racontent Le rêve, qu'est-ce qui fait qu'on rêve? Dans le rêve, en fait, il y a notre vie d'éveil, quand on est réveillé comme ça. Et il y a l'inconscient qui se manifeste aussi à travers le rêve. Il y a Freud qui a dit le rêve est la voie d'accès. Je ne me rappelle pas de la phrase exacte, mais c'est une voie d'accès à l'inconscient. Donc, il y a des contenus peut-être que tu as refoulés qui reviennent à travers le rêve. Donc, c'est un mélange de ce que tu as vécu quand tu es réveillé et de contenu latent, de contenu inconscient également, de ce que tu aimerais faire, de ce qui s'est passé peut-être dans ton enfance ou des événements que tu as refoulés, que tu as oubliés Mmh. et qui se manifestent dans ta vie de rêve. En vrai, si on pouvait avoir accès aux rêves des individus, ce serait ouf parce qu'en fait, on aurait accès du coup, limite, il y a plus de pudeur, là, tu peux plus te cacher, tout est entre guillemets «mis à nu», tu vois? Genre, Ça peut être dangereux. ouais, ça peut être dangereux. En vrai, ouais, si bon, je sais pas si les gars, il y a des gens qui bossent dessus ou pas, mais hem,
Tu es aussi conseillère en gestion de stress. Ouais. Déjà, est-ce qu'il y a différentes formes de stress? Parce que tu vois, bon, il y a le stress où bon, il y a peut-être des gens qui sont tout le temps angoissés, donc eux, j'imagine que c'est vraiment du stress vraiment enfin, bien costaud, quoi. Et il y a, bon, par exemple, tu fais ta soutenance, tu vois, par exemple, pour ton master, bon, tu es peut-être un peu stressé et limite, c'est normal, tu vois. Donc, je pose la question, est-ce qu'il y a plusieurs genres de stress dans la vie? Oui, et le stress n'est pas mauvais en soi. Mmh. Donc, tu as parlé de soutenance tout à l'heure. Dans ce cas, en fait, le stress est utile pour te mobiliser, Mmh. pour mobiliser tes ressources, en fait, pour arriver à parler en public, pour arriver à mobiliser tes ressources pour ta présentation, etc. Mmh. Donc, il y a ce stress-là. Mais quand le stress atteint un certain degré, ça peut au contraire inhiber tes ressources. Donc oui, il y a différentes sortes de stress. Il y a les stress du quotidien, par exemple, ce qu'on vit tous les jours, hein. Mmh. Il y a le stress cumulatif également, le cumul de tous ces petits stress quand on n'arrive pas à gérer. Mmh. Il y a le stress post-traumatique. Il y a des stress aussi, des gros coups de stress. Mmh. Par exemple, je ne sais pas, un événement vraiment traumatisant. Et donc, tu vois, par exemple, tu parlais de prendre la parole en public et tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, après ça ne concerne que moi, ça n'engage que moi, c'est que les 10-15 premières secondes sont vraiment difficiles parce que généralement, on a la gorge un peu sèche, on a la bouche un peu pâteuse. Mais dépasser en fait ce stade-là, on dirait que ça roule tout seul. Est-ce qu'il y a un phénomène qui explique ça? Est-ce que c'est je sais pas, est-ce que c'est mon esprit, mon cerveau qui s'adapte à la situation et du coup, tu vois, ça fait que il ressent plus ce stress-là, tu vois, ou est-ce qu'il y a d'autres explications peut-être derrière? Le début est toujours difficile, Ah, que ça soit à parler en ouais. public Ouais. ou le premier Ouais. jour au boulot, à l'école, Mm. etc. Donc, il y a une partie de tu as un petit peu répondu à la question Mhm. quand tu as dit que après il y a le cerveau qui s'adapte à la Mm. situation. Donc après, ça devient plus quelque chose de nouveau, passer cette étape en fait. Donc on a plus de facilité à vivre le moment. Ouais. Dis-moi, tu auras un conseil pour. Imaginons par exemple que tu commences justement un nouveau travail, par exemple, dans un environnement donc professionnel et tout. Tu arrives et tu vois, il y a des personnes, tu vois, tu sens que, je sais pas si c'est le terme exact, mais qu'elles ont un aura. Tu vois, genre, tu sens qu'il y a quelque chose que quand tu es avec ces personnes-là, bon, soit tu as l'impression que tu es tout de suite écrasé, ou en tout cas que il y a des gens qui prennent de la place inconsciemment, tu vois. Hmm. Et ce genre de situation, en tout cas, ça, c'est mon cas, ça met un peu dans des situations de stress limite instantané, tu vois. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour, tu vois, essayer de bon, pour se sentir plus à l'aise après, je me demande, la question, c'est peut-être, est-ce que peut-être au final, c'est parce qu'on se sent pas à sa place qu'on se sent comme ça, je sais pas, mais voilà, est-ce que tu aurais peut-être des petits tips qui peuvent aider les personnes qui ressentent ça Se poser des questions à Hmm. toi. Pourquoi est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce que la personne dégage? Qu'est-ce que la personne représente aussi pour moi pour que je puisse ressentir ça? Hmm. Peut-être revenir à toi et se poser les bonnes questions et puis se lancer des défis peut-être chaque jour, à chaque fois. Mhm. Des choses assez simples d'abord. Peut-être, par exemple, d'abord essayer d'entamer une conversation avec la personne, Hmm. etc. D'accord. Donc, Ok. se lancer des choses pour... parfois aussi, on projette beaucoup sur ce qu'on ne connaît pas. Donc, il suffirait peut-être de, de, de se rapprocher de la personne, de s'approcher, pas de se rapprocher, de Ouais. s'approcher de la personne Mhm. et de chercher à connaître la personne un petit peu plus Mhm. Ok. pour que les a priori peut-être vont tomber et que tu seras peut-être plus à l'aise ensuite. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu peux, parce que je crois que tu travailles en même temps aux Nations Unies, c'est bien ça? Oui. Ouais. Comment s'articule
ta semaine, parce que du coup, tu as encore un peu le temps pour consulter de ton côté. Il y a les Nations Unies, tu as sûrement d'autres responsabilités peut-être, tu vois, genre... Mais en fait, je travaille à temps plein pour l'ONU. Ok, ok, Donc, ok, je fais rien à côté. ok, d'accord. À côté, il y a ma vie Ouais, personnelle. perso, du coup. Ouais, ok. Ok. Ah, donc ça veut dire que les gens aujourd'hui donc, que tu consultes et que tu accompagnes, ce sont des gens qui travaillent donc pour des organismes rattachés à l'ONU, c'est ça? Oui, qui travaille pour les Pour agences les de agences, ouais. l'ONU. de l'ONU. Ouais. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ah, bah, pour ceux qui pensaient éventuellement booker des sessions, vous avez juste à postuler à l'ONU et espérer d'être pris. Ok, d'accord. Ok, ok. Et comment t'en es arrivé là? Bah, comment j'en suis arrivée là? J'ai postulé. Ouais, ok. D'accord. Oui, mais c'est Il ça. y avait vraiment un appel à recrutement, genre on cherche, voilà. Mais en fait, j'ai été recrutée pendant le Covid. Donc, Mmh. c'était une période très compliquée pour tout le monde. Mmh. Et donc, c'était un besoin urgent. D'accord. Et donc, Ok. le Covid m'a apporté Ouais, quelque chose ouais. de bien, du coup. D'accord. Et quand tu sens que c'est toi, tu vois, qui passe par une étape difficile, tu vois, que tu sens que tu as besoin d'en parler, tu as besoin éventuellement de conseils extérieurs, tu vois, parce que généralement aussi quand c'est que toi et tes pensées, tu vois, c'est peut-être un peu plus difficile, je pense, d'avancer, parce que si tu ressasses les mêmes choses. Donc toi, tu fais comment? Ben, je consulte. Je vais chez un psychologue. Ok, Oui. d'accord. Ah ouais, ok, ok, ok. Ouais, Oui. c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. On dit des fois que ce sont les Les cordonniers qui cordonniers. sont les plus mal chaussés, Ah mais oui. dans ton cas à toi, ok, non, c'est bien. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu irais voir un psychologue et pas, par exemple, ton ou ta meilleure amie ou un proche, tu vois, quelque chose comme ça? Ben, Qu'est-ce que quand ça t'apporte en plus? je suis avec ma meilleure amie, par exemple, parfois j'ai des filtres. Je peux Hmm. pas tout dire. Hmm. Il y a aussi parfois l'ego, il y a aussi la honte, il y a plein de choses. Mhm. Alors que quand je vais consulter, là, je sais que dès lors qu'il y a l'alliance thérapeutique, je peux tout déballer Mhm. sans filtre, je peux tout raconter, Mhm. je peux pleurer à chaudes larmes si j'en ai envie. C'est ça la différence en fait. Et je sais que ma meilleure amie, même si je suis en train de faire une grosse bêtise, Mhm. qui dit qu'elle va pas me soutenir Ouais, dedans? ouais, 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 Alors ouais, que ouais, si je consulte quelqu'un, en fait, je peux espérer une certaine neutralité. Mhm. Et la neutralité, ça aide beaucoup à avancer. Mhm. Et pourquoi est-ce que justement, selon toi, l'humain, donc tu prends l'exemple de ta meilleure amie, tu vois, bon, il y a déjà ami, mais en plus de ça, avant ça, il y a meilleur, tu vois. Euh, Pourquoi est-ce que justement, et c'est vrai, hein, je pense que t'es clairement pas la seule, tu vois, justement, on se met quand même des filtres, tu vois, parce que est-ce que c'est parce que voilà, on est conscient que peut-être, bon, voilà, ça peut peut-être avoir un impact. Ou imaginons si jamais le ou la meilleure amie, par exemple, tu vois, se retourne, tu vois, et, et du coup partage les infos, parce que bon, j'imagine qu'avec un psy, du coup, il y a le secret médical, hein, Oui, il y a le on appelle ça secret secret professionnel. professionnel, du coup, Ouais. ok. Je crois que c'est quoi qui fait ça? Ben, je pense que chacun a son petit jardin secret. Mhm. Et même quand on est très proche, quand on est un meilleur ami, une meilleure amie, un conjoint, quelqu'un de très proche, en fait, on ne dit pas tout. On se met jamais vraiment à nu devant une personne, devant un proche. Donc, je pense que... Mais pourtant, un psy, enfin une psychologue ou un psychologue, du coup, reste toujours un humain au final. Mhm. Et pourtant, on accepte de se mettre à nu justement devant cette personne, tu vois. Genre, c'est quoi? Est-ce que tu penses que c'est justement parce qu'il y a ce statut de dire que cette personne-là, du coup, est un professionnel de l'accompagnement, que donc là, du coup, on est plus en confiance, du coup, tu crois? Ou c'est quoi qui fait ça? Oui, je Ouais. pense. Je pense que le fait de payer pour un service, en fait, Mhm. ça aide aussi. Parce que avec quelqu'un de proche, il y a peut-être des enjeux derrière. Il y a peut-être, si je dis ça, peut-être qu'il va penser Mhm. que je suis comme ça, etc. Donc, il y a des petits enjeux, Mhm. il y a des petits enjeux derrière. Mais lorsque on paie un service, on paie une personne pour nous écouter, pour nous sortir d'affaires,
entre guillemets, en fait, ça, je pense que ça change la Hmm. donne. Sinon, on fait payer nos conjoints. On peut toujours essayer. Et là, il y a une question qui m'est venue très rapidement comme ça en tête, c'est d'après toi, est-ce qu'on est ce qu'on pense? Parce que tu vois, bon, par exemple, tu vois, je suis là, par exemple, je suis au volant, par exemple, de la voiture, tu vois. D'un coup, j'ai peut-être une pensée complètement, tu vois, genre, bon, je dis pas que je vais cracher la voiture, mais par exemple, tu vois, des fois, je me demande, j'ai n'importe quoi, imagine, je sais pas, peut-être qu'une fois, je me suis déjà demandé, tiens, si j'ouvre la porte là, quand la moto elle passe à côté de moi, tu vois, genre ça fait quoi, tu vois. Mais je pense pas être une personne mauvaise en soi, tu vois. Mais est-ce que son temps on est ce qu'on pense du coup, parce que bon, peut-être que j'imagine chacun a tu vois, des pensées flash comme ça, complètement bizarres, tu vois, qui viennent de nulle part. Je ne crois pas qu'on est ce qu'on pense. Je peux peut-être penser que je traverse une période difficile et je peux penser que je ne vaux rien, que Mm. je mérite pas de vivre, que je sais pas. Mm. Et après, si on pense à ça de manière objective, ce ne sera pas vrai. Mm. Et tu as parlé tout à l'heure d'impulsions comme ça, de Mm. faire du mal, etc. Mm. Je pense que c'est quelque chose de normal aussi parce que chacun de nous, en fait, on a des pulsions, ça peut être des pulsions agressives, des pulsions sexuelles, etc. Que la société enfin, on est amené à vivre en société et on doit parfois réprimer des choses. Mais les pulsions sont là, les pulsions restent là. Inconsciemment, peut-être, parfois, j'ai des pulsions, j'ai envie de faire du mal à quelqu'un. Genre c'est instinctif? Oui. Ça ah. Et je crois qu'on en a tous des... Oui. Ah, okay. On a besoin de ça, en fait, pour vivre. C'est des pulsions sexuelles, des pulsions agressives qu'on est amené à réprimer aussi, parce que si je me fâche contre quelqu'un, je vais pas prendre un couteau et le tuer, non? Mais s'il faut quand même d'une certaine manière essayer de l'externaliser. Genre par exemple, imaginons si j'ai des pensées agressives par exemple, est-ce qu'il faut que du coup j'aille à la salle de sport et que je frappe un punching ball par exemple? Ou est-ce que tu vois, l'idée c'est de plutôt canaliser et essayer de laisser couler L'idée, c'est d'abord d'avoir un endroit pour exprimer ça. Et on peut transformer ça, les pulsions agressives. Il y a ce qu'on appelle le fait de transformer ça, en fait, de transformer ce qu'on ressent. On appelle ça la sublimation aussi, la sublimation. Et ça peut donner de belles choses, des œuvres d'art, par exemple. On peut transformer ces ressentis-là, même les ressentis négatifs, en quelque chose de joli, de joli à voir, en quelque chose de positif. On peut exprimer ça et on peut transformer ça. Donc, est-ce que ça voudrait dire du coup que chaque individu normalement sur Terre devrait avoir du coup une thérapie propre à lui-même? Tu vois, genre par exemple, tu parlais par exemple de faire du dessin, tu vois, mais si jamais chaque individu sur Terre, si on part du fait que tout le monde a ces pulsions-là instinctives, que chacun normalement, si dans le meilleur des mondes, devrait justement avoir cette activité, cette manière de transformer ces ressentis-là. L'idéal, c'est de savoir le faire. Ouais. Bon, l'idéal. Apprenons à dessiner. Mais en tout cas, faut que chacun, l'idéal aussi, c'est que chacun puisse exprimer ce ressenti-là. Pour ne pas ressentir le trop-plein, en fait, d'avoir un espace pour exprimer ça. Ouais. Et donc, si jamais, c'est pas avec les meilleurs amis ou les conjoints et tout, du coup, c'est de, trouver un endroit où on se sent safe. Donc, peut-être, du coup, se faire accompagner et consulter un ou une psychologue. Okay. Comment tu envisages ton avenir à toi? Comment j'envisage mon avenir? C'est très vaste comme question. Effectivement. D'un point de vue professionnel, j'espère pouvoir accéder à un poste international peut-être. Et puis d'un point de vue personnel, de passer toujours des moments de qualité avec mon mari, avec mes enfants.
Super. Quand tu disais passer à un rang international, tu veux dire parce qu'aujourd'hui, tu es consultante individuelle nationale, du coup, et l'idée, c'est de, tu veux dire, donc de passer vraiment au rang d'expert international, c'est ça? Je suis malgache, j'ai été recrutée à Madagascar. Ouais. Oui, donc Ok. je suis un staff national pour Mhm. l'instant, Mhm. pour le moment. Et donc, tu aimerais plutôt exercer à l'étranger, du coup? Oui. Ok. Ah, ok. Ok. Du moins, expérimenter ça, réexpérimenter Mhm. ça. Et tu penses quoi des consultations qui se font en ligne? Est-ce que tu penses que c'est réel? Genre, c'est dans le sens où c'est vraiment utile et ça peut vraiment aider? Ou est-ce que tu penses que c'est juste. Bon, je veux pas dire juste, mais. Ou est-ce que tu penses que c'est surtout une manière, on va dire, d'optimiser ses revenus? Parce que, bon, voilà, à distance, il y a peut-être des choses aussi qu'on n'arrive pas à capter, tu vois. Ça dépend vraiment des cas. Hmm. Moi, j'utilise beaucoup ça parce Mhm. que je couvre tout Madagascar. Donc, comme je peux pas être partout, Ouais. je suis obligée de proposer des sessions en ligne. Mhm. Ça dépend vraiment des cas. Il y a des cas où l'idéal, c'est que la personne puisse rencontrer le professionnel en présentiel. Par contre, il y a des cas où c'est bon aussi d'avoir des sessions en ligne. Donc, pour moi, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. D'accord. Ok. Mais ça peut être efficace. On approche de la fin de notre discussion. Moi, je voulais te demander, aujourd'hui, bon, étant donné que bon, ceux qui nous écoutent, du coup, ne pourront pas, par exemple, se faire accompagner par toi s'ils ont des besoins ou autres, est-ce que tu aurais un conseil, on va dire, de vie à partager, peut-être, tu vois, pour aider tout à chacun, peu importe où il soit, peu importe la situation qu'il se trouve, pour voilà, être bien, avoir cette sensation de bien-être, comme tu disais au début? Oui, moi, ce que j'aimerais dire, je le dis tout le temps, de toute façon, à chaque fin de session avec une personne, en fait, euh, prends soin de toi. Ça englobe beaucoup de choses, en fait, mais parfois on s'oublie et parfois on oublie de prendre soin de nous-mêmes. Et c'est très important pour être bien avec soi, en fait. Pour être bien avec les autres, il faut commencer par soi. Donc, c'est penser à soi, c'est prendre des moments d'être bien avec soi, d'être bien avec les gens qu'on aime, de penser à son futur, à comment on se voit, je ne sais pas, dans 1 an, dans 2 ans. Mais c'est important de, de savoir prendre soin de soi et de s'autoriser à le faire. Bah écoute, merci beaucoup pour ce conseil, pour cette discussion qu'on a pu avoir. J'espère et j'ose croire que ça aidera au moins une personne. Vraiment, c'est l'objectif, c'est vraiment on peut aider au moins une personne à travers de nos discussions. Bah écoute, je te souhaite vraiment beaucoup de succès aussi bien donc, dans ta carrière professionnelle et que tu puisses continuer à fulfill your dreams par rapport à ta vie personnelle. Du coup. Merci à toi, merci à toute l'équipe et merci aussi aux personnes qui regardent cette vidéo et qui écoutent ce qu'on est en train de se dire, tout ce qu'on s'est dit.